À quelques kilomètres d'ici, les frères Lumière inventent en 1895 le cinématographe. Très tôt, grâce à l'image animée, les plus grands exploits des alpinistes seront immortalisés. Aujourd'hui, grâce au cinéma de montagne, vous pouvez découvrir toutes les facettes de cet univers. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Mont-Blanc. Le massif du Mont-Blanc est un studio de cinéma grandeur nature. Ce décor est utilisé par des réalisateurs de documentaires, d'images d'exception, mais aussi depuis près d'un siècle, un lieu où l'on vient tourner des films. Claude Lelouch, Mathieu Kassovitz, Roger Vadim, Gilles Legrand, mais aussi John Huston, Clint Eastwood, des metteurs en scène français, mais aussi américains ont posé leurs caméras ici. Et c'est cette histoire du cinéma au pays du Mont-Blanc que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Mais avant cela, voici le sommaire de ce nouveau numéro d'Esprit Mont-Blanc. Le site de l'Aiguille du Midi se refait une petite beauté. Plus moderne, plus accessible, les nouvelles salles et installations en cours de réalisation vous donneront une ouverture encore plus incroyable sur le massif du Mont-Blanc. Pour marcher en montagne, il vous faut de bonnes chaussures, un sac à dos, un peu de souffle, mais aussi de la technique pour profiter du paysage tout en faisant du bien à votre corps. Pras-sur-Arly est l'unique commune française à posséder sur son territoire 6 appellations fromagères. Une originalité gastronomique qui est d'abord une richesse pour les éleveurs pralins. Eh bien messieurs, vous avez réservé le cinéma pour vous tout seul, quelle chance. On est au Cinéma Vox, donc en compagnie de Claude Marin. Vous êtes en charge du pôle montagne culture pour la ville de Chamonix et puis également membre de l'association des Amis du cinéma de Chamonix. Et René Vernadet, vous êtes opérateur et puis cinéaste, réalisateur. Cinéaste en général. Voilà. En général. Alors moi je connaissais Chamonix comme capitale de l'alpinisme, je ne savais pas que c'était aussi un peu la capitale du 7e art. Oh, capitale du 7e art, c'est peut-être beaucoup, mais je pense qu'il y a peu de lieux dans le monde où il y a eu autant de films, de longs métrages de fiction, de tournées, puisqu'on en est à 70 en ce moment. Et si on pouvait en citer quelques-uns, les grands noms comme Clint Eastwood, qui a tourné il y a 2 ans, les James Bond, Claude Lelouch, Malabar Princess, et puis après, plus on remonte dans le temps, Alfred Hitchcock, et puis René, toi, tu as beaucoup tourné aussi avec les Américains. Oui, j'ai tourné pour la Tour Blanche, j'ai tourné pour des films d'expédition en Himalaya, mais à Chamonix, c'est évidemment idéal pour y tourner puisqu'on a des moyens de transport pour être rapidement en haute montagne, ce qui facilite grandement les choses, et notamment quand on a tourné pour la télévision La Voix Jackson, on a pu emmener des acteurs dans des endroits où avant il était impossible d'emmener des acteurs. Les réalisateurs ont trouvé ces compétences, ce savoir-faire ici, qui s'est peut-être développé aussi au fil des années? Oui, il s'est développé au fil des années. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu les photographes, comme la famille Terraz et la famille Guécoutet, qui petit à petit sont devenus opérateurs de cinéma, parce qu'ils sont passés facilement de l'appareil photo à la caméra, parce qu'ils connaissaient les lieux, ils avaient une expérience de la lumière. Donc ça, c'était les précurseurs. Il faudrait peut-être rajouter qu'il y a eu le cinéma, mais qu'il y a eu la télévision qui après a investi Chamonix. Pour le documentaire, pour les téléfilms. Voilà, les téléfilms. Et donc, effectivement, beaucoup de jeunes chamoniards sont mis au cinéma. Leurs compétences sont reconnues ici à Chamonix, mais dans tous les milieux extrêmes, que ce soit en Himalaya, que ce soit sous terre, comme René a pu le faire dans le gouffre de la Pierre Saint-Martin, que ce soit en mer, que ce soit pour des tournages à Hollywood qui n'avaient rien à voir avec la montagne, mais qui se passaient dans les airs, soit en parachute et autres. Et il y a un certain nombre de garçons ici à Chamonix, mais aussi, on pourrait citer, il y en a aussi à Saint-Gervais, à Megève, qui se sont pris de passion pour le cinéma, pour le tournage, pour être opérateurs, et qui maintenant sont reconnus, recherchés, et les réalisateurs savent qu'ils vont trouver ces compétences ici. Alors il y a un film emblématique du cinéma qui est Premier de Cordée, qui est un peu le démarrage aussi de tout ça. Premier de Cordée, emblématique, oui, parce que Frison Roche, parce que le roman en millions d'exemplaires, et parce que c'est la vie des guides des années 1920. Et que même les petits Bretons l'ont lu, voilà, c'est quelque chose qui parle à tellement de gens. Oui, c'était... Et puis les films étaient rares, c'était en pleine occupation, hein. C'était en 1943. Vous la reconnaissez, votre montagne, quand vous la voyez au cinéma après? Ah oui, ça se repère tout de suite, ça. J'ai regardé hier soir un film, justement, de montagne, et on repère tout de suite l'endroit où ça s'est tourné. Alors, ce qui est même intéressant, c'est qu'il y a eu des films
des longs métrages de fiction qui sont supposés se passer en Suisse, par exemple, parce que c'est vrai que du bout du monde, la Suisse, c'est le pays de la montagne, donc on situe quelquefois les scènes en Suisse, comme Clint Eastwood, c'est supposé se passer en Suisse, mais c'est tourné à Chamonix. La Tour Blanche, c'est supposé se passer en Suisse. Et on voit tout de suite l'arrivée du petit train qui passe le viaduc Sainte-Marie. Et ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur de ce film, La Tour Blanche, avait travaillé avec Alfred Hitchcock. Et en 1957, Alfred Hitchcock est venu tourner non pas un long métrage de fiction, mais un téléfilm pour la télévision, 30 minutes. Et c'est exactement les mêmes scènes que l'on voit dans ce film de Hitchcock, qui est aussi supposé se passer en Suisse. Et le Mont Blanc s'appelle le Schwarzhorn, et les guides parlent avec un accent allemand reconnaissable. Nous, on reconnaît bien la vallée, par contre. Merci beaucoup, messieurs, en tous les cas, de nous avoir donné toutes ces infos et ces coulisses de tournage. J'imagine que vous connaissez l'Aiguille du Midi par cœur, non? Ah, par cœur, oui. Vous avez tourné là-haut? Parce que j'ai tourné le film de la construction, donc c'était dans les années 65, par là. Ensuite, j'ai retourné 40 ans plus tard la rénovation, quand on a fait vraiment presque une station en haut de l'Aiguille. Le troisième, on s'en charge nous, vous allez voir. Voilà. On est allé tourner là-haut justement pour montrer les travaux en cours jusqu'au printemps et puis les salles qui sont déjà à la disposition du public. Regardez. Le site de l'Aiguille du Midi reliant la vallée de Chamonix à ce sommet culminant à 3842 mètres d'altitude a été ouvert en 1955. Sur ces images, tournées par René Vernadet, on devine les conditions de travail extrêmes dans lesquelles ont été construites ces installations hors normes. Aujourd'hui, le site reçoit chaque année près d'un demi-million de visiteurs, des bâtiments qui offrent un accès à la haute montagne et un panorama unique tout au long de l'année. Depuis plusieurs mois, les touristes cohabitent avec les travaux de rénovation du site, devenus indispensables. C'est un site qui est soumis à des conditions climatiques qui sont rudes. Le vent, le froid, la neige. Et puis d'autre part, le site a besoin maintenant de trouver un nouvel attrait vis-à-vis de la clientèle, et ceci quel que soit le mois dans l'année. Le site de l'Aiguille du Midi est essentiellement fréquenté au mois de juillet-août en période estivale, et puis un petit peu plus aussi en période de vallée blanche. Le reste de l'année, l'activité est relativement calme. Améliorer l'accessibilité, le confort de déplacement et de contemplation du massif du Mont Blanc, avec des parcours de visite redessinés, c'est l'un des objectifs de ces travaux de rénovation et de modernisation. En fait, on s'est aperçu qu'on avait quand même un gros problème de circulation dans l'Aiguille du Midi. Aussi, on a un intérêt qui est très important, c'est un accès pour les handicapés qui soit beaucoup plus facile. C'est pas évident ici avec les escaliers dans tous les sens, donc on va essayer de trouver des endroits et de faire des endroits qui soient agréables justement pour ces personnes à mobilité réduite, et ainsi que pour tout le reste des touristes, qui aient des endroits à l'abri, parce que c'est vrai qu'on a des conditions météo qui ne sont pas tous les jours favorables, donc même en période de mauvaises conditions météo, les gens peuvent avoir des endroits qui sont agréables pour se poser un moment. Tous les travaux se font avec le site ouvert aux clients, donc on fait zone par zone, en essayant de limiter les inconvénients pour nos clients. Et oui, durant les travaux, le site de l'Aiguille du Midi reste ouvert. Vous pouvez déjà profiter de nouvelles salles, avec notamment une galerie protégée offrant une vue aérienne sur les sommets, mais aussi une zone d'attente vous permettant d'apercevoir la machinerie du téléphérique, de comprendre l'histoire de sa construction et son évolution au fil du temps. Et pour les amoureux de sensations fortes, ceux qui veulent appréhender la notion de vide, la Compagnie du Mont Blanc a imaginé un nouvel espace vitré un peu particulier qui sera mis en service en 2013. Nous avons pour projet de créer ce que nous appelons un pas dans le vide, qui sera en fait une cage de verre qui sera suspendue au-dessus du vide, au-dessus d'à peu près 800 mètres de vide, et que tout le monde pourra emprunter sans aucune restriction, pas besoin de se mettre en sécurité. Le système en lui-même garantira une sécurité totale. Et on aura l'impression d'être au-dessus du vide, de survoler le vide et de ressentir un peu, d'une certaine façon, ce que peuvent ressentir les alpinistes quand ils sont dans des voies sans aucune protection. Un pas dans le vide pour toucher du doigt cet univers fabuleux de la haute montagne. Ici, sur le site de l'Aiguille du Midi, alpinistes et excursionnistes cohabitent tout au long de l'année. Ces travaux ont aussi un objectif majeur, créer une passerelle entre ceux qui pratiquent la montagne, crampons ou ski au pied, et ceux qui, au travers de l'objectif de leur appareil photo, essaient de se rapprocher de ces aventuriers. Il y a un souhait de la part de la clientèle
de mieux comprendre son environnement. L'environnement naturel, ça on peut l'expliquer au travers du panorama que l'on a sous les yeux quand on est sur les terrasses, mais aussi de comprendre ce qui aujourd'hui fait que la vallée de Chamonix est un lieu mythique de l'alpinisme. En été, nous avons des gens avec des sacs à dos et leurs piolets, et en hiver, nous avons des gens avec leurs skis qui vont emprunter la vallée blanche. Et ça, pour beaucoup de nos clients, c'est quelque chose d'absolument hors norme. C'est le seul endroit où ils peuvent être en haute montagne, à une telle altitude, en cohabitant avec des gens qui, pour eux, sont des gens qui sont hors normes. Marche afghane, suédoise ou sophro-rando, il n'existe pas qu'une seule façon de marcher. Quelle sera la vôtre? À vous de choisir, selon vos envies et votre forme physique. Pour marcher, certains vous diront qu'il suffit de mettre un pied devant l'autre. Mais aujourd'hui, dans cette perpétuelle recherche de mieux-être, il est possible de trouver dans ce geste anodin et quotidien des réponses à de vrais besoins. Déconnecter avec le travail, par exemple, et profiter pleinement d'une randonnée avec la sophro-rando. Au départ, quelques exercices de respiration abdominale et d'activation du corps. Faire des mouvements avec les épaules. Et dès qu'on le souhaite, expirer et relâcher. On va chercher à sentir le mouvement de la respiration. À chaque inspiration, on va laisser gonfler le ventre. Et à chaque expiration, on va laisser revenir. Puis, on passe à la marche consciente, celle qui permet de se recentrer sur soi tout en profitant du paysage. Sur le corps, sur les pieds, posés au sol, les mollets. Une marche méditative pour tous ceux qui courent, après un apaisement et une sensation de bien-être. Là, en marchant, on ne fait pas attention à sa respiration, on essaye de caler son pas dessus, mais c'est jamais simple, on pense toujours à autre chose, et là, ça permet de recadrer en fait. Autre besoin, autre marche, celle venue des chameliers afghans. Elle permet de marcher plus vite, plus longtemps, en étant moins fatigué. Tout est une question de rythme respiratoire transmis de génération en génération. Observe combien de pas tu fais. Et sur l'expiration, pareil. Tu peux me dire un petit peu, c'était régulier cette respiration, c'était comment? Oui, c'était plutôt régulier, plutôt 4-5 pas par à l'inspiration et à l'expiration. D'accord, très bien. Donc là, ce qu'on va expérimenter, ce que je te propose d'expérimenter, c'est on garde par exemple 4 pas à l'inspire et 4 pas à l'expiration. Il faut plusieurs heures pour comprendre les mécanismes de la marche afghane, car pour être efficace, elle doit devenir instinctive. C'est un petit peu comme le VTT, tu vois, il faut imaginer que la respiration devient le moteur de l'effort. Ce serait notre chaîne en fait, la respiration. Et en fait, c'est comme si tu passais les vitesses en VTT. Donc tu vas juste moduler le nombre de pas que tu vas faire. Et on reste toujours sur ce flux de respiration tranquille, ce temps d'inspiration, ce temps d'expiration. Je trouvais ça pas mal et je pense que ça peut permettre à beaucoup de gens qui ne pratiquent pas la montagne de s'y mettre. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas très montagnard et je n'ai pas un souffle... Je n'ai pas une grosse respiration et je pense que ça peut permettre à ces gens-là de profiter de la montagne et puis d'oublier un peu l'effort physique. Ça va avoir de grosses vertus dans l'accompagnement des gens aussi qui sont par exemple en dépression ou qui sont dans des périodes de vie pas faciles. Le fait de pratiquer cette marche méditative et notamment avec cette action de la respiration qui est légèrement euphorisante dans la façon de respirer, ça amène plus d'air au cerveau, ça va pouvoir en fait vraiment amener du positif. Enfin, il y a la marche sportive, celle qui équivaut à un footing ou à une séance d'aviron d'1 heure. Après l'échauffement, il faut compter quelques pas avant de bien coordonner les gestes de la marche nordique. Un apprentissage essentiel pour que l'effort soit efficace et sans danger pour le corps. C'est dynamique et je pense qu'il peut être pratiqué dans plusieurs endroits, que ce soit sur du plat, sur des choses un petit peu plus pentues comme en montagne, et donc qui permet de faire fonctionner l'ensemble du corps sur un mode assez énergique. Ça s'adresse à tout public, les gens aussi qui ont des problèmes de dos ou de genoux, ça va être moins traumatisant que le footing par exemple. Donc ça va être quelque chose qu'on peut utiliser vraiment à tout âge. Après, dans un but d'entraînement aussi, de complément d'entraînement pour quelqu'un qui est déjà sportif aussi. Et quand on a 1 heure de temps et qu'on veut vraiment faire un sport complet, c'est vraiment bien.
Sophro-rando, marche afghane ou nordique, elles vous apporteront toutes bien-être mental et physique. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour vous initier, comme les accompagnateurs en montagne dont fait partie Marie Leray. Marcher reste aussi l'une des plus belles manières de découvrir le pays du Mont Blanc en toute saison, basket ou raquette aux pieds. Nous sommes au théâtre Montjoie à Saint-Gervais en compagnie de Serge Cataldo. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes directeur du cinéma Le Vox à Chamonix. Et Yannick Le Gall, vous êtes directeur de la MJC de Saint-Gervais, c'est bien cela? C'est bien ça, bonjour. Alors on est au théâtre Montjoie qui se transforme aussi en cinéma tout au long de l'année. Quelle est cette offre au Pays du Mont Blanc? Je crois qu'il y a pas mal de salles de cinéma, alors associatives ou non. Alors il y a une offre riche au Pays du Mont Blanc avec des cinémas associatifs et des cinémas saisonniers. Donc en cinéma associatif, on a donc le cinéma du Plateau d'Assy, le cinéma des Ouches, le cinéma de Saint-Gervais. Et en saisonnier, vous avez le cinéma de Megève et le cinéma des Contamines aussi, qui est associatif, mais saisonnier. C'est une offre qui est quand même importante sur l'ensemble de ce territoire. Bon, on peut la considérer comme importante, surtout avec la présence d'un multiplex à environ une quinzaine de kilomètres comme Ciné Mont Blanc. Donc effectivement, le cinéma est très très présent au Pays du Mont Blanc. Alors il y a effectivement un multiplex à Sallanches, c'est un petit peu le cas aujourd'hui dans plein de villes en France, ces gros cinémas qui se sont créés. N'empêche que des salles continuent d'exister, des salles privées, c'est votre cas à Chamonix? Absolument, c'est grâce notamment à la collectivité aussi de la vallée de Chamonix qui nous permet effectivement de rééquilibrer un petit peu le manque qu'a procuré en fait l'installation de ce multiplex. Aujourd'hui, on fait partie de ces rares cinémas dits privés que je qualifierais en voie de disparition, puisque effectivement dans la région il n'en reste plus tellement. Alors on est aussi dans un lieu et un territoire particulier qui accueille des touristes tout au long de l'année. Ça implique là aussi un travail différent. Qui est votre clientèle? Alors nous, c'est peut-être un peu différent par rapport au cinéma, on va dire, privé. Nous, notre clientèle de base, on va dire, c'est de prédilection, c'est la population locale. C'est clair qu'on s'appuie sur la population locale pour faire vivre le cinéma. Et que du coup, le cinéma vient en offre complémentaire à l'offre touristique. C'est-à-dire que le touriste qui vient dans la station se rend compte que la station vit à l'année, qu'il y a des offres culturelles qui existent et donc il y participe. Et nous, on fait tout pour l'accueillir et pour ouvrir en grand les portes, bien évidemment. Vous le disiez, Serge Cataldo, vous êtes un peu en voie d'extinction dans votre profession. N'empêche que d'être à Chamonix, d'avoir effectivement des touristes qui sont des clients potentiels, ça vous change quand même un petit peu la donne par rapport à d'autres? Nous avons une programmation à plusieurs vitesses à Chamonix. C'est un peu la particularité de cette ville, sachant que voilà, on est rythmé en fait par les saisons, par les vacances scolaires notamment, et puis d'autres périodes dites plus faibles de hors saison. Donc il faut vraiment qu'on adapte au plus près notre programmation en fonction des publics présents. Donc c'est vrai qu'on propose beaucoup plus de versions originales pour public anglophone présent sur place, qui devient de plus en plus important, mais aussi les versions originales sous-titrées pour le public, je dirais, arrêt essai pur et dur, qui existe à peu près dans toutes les villes, mais qu'il faut absolument éveiller. On parlait dans cette émission un petit peu plus tôt des tournages de films de fiction, et pas seulement, de films documentaires aussi, qui sont beaucoup au Pays du Mont Blanc. Ça implique aussi souvent des avant-premières dans vos structures. Vous essayez un maximum de le faire, de faire vivre aussi ces tournages et ce lien avec la montagne. Vous savez que ce qu'on dit de la vallée de Chamonix, c'est un décor à ciel ouvert. Donc énormément de productions cinématographiques viennent à Chamonix. L'association avec Rhône-Alpes Cinéma nous permet effectivement d'organiser des avant-premières avec des équipes de films. Donc c'est une opportunité intéressante pour enrichir évidemment notre programmation et pour la joie de nos spectateurs. Et puis avoir cette activité finalement culturelle en marge, c'est ce que vous faites aussi avec des événements, des festivals, des manifestations bien spécifiques que vous essayez d'organiser tout au long de l'année? Déjà, premièrement, en stimulant l'offre locale, c'est-à-dire qu'avec la création d'événements, de festivals dédiés au court-métrage, je pense par exemple au Assy Award dans le cinéma de Passy. Et puis après, des événements plutôt destinés au tout public ou à la jeunesse, avec le festival Grolanski qui va arriver donc fin décembre, où là il y a un vrai partenariat entre tous les cinémas associatifs et commerciaux de la vallée du Mont Blanc. Donc on essaye de faire vivre ces cinémas autrement. On se doit de créer l'événement au Pays du Mont Blanc. Ce pôle culturel est essentiel pour vous? Bien sûr, en partenariat avec les Amis du cinéma, nous organisons en l'occurrence La Montagne fait son cinéma, qui est un petit festival de films de montagne
Nous avons actuellement donc une opération qui s'appelle Ciné Légende, qui consiste à faire revivre un petit peu les séances de cinéma des années 50. Prochainement, donc, il y a aussi un festival de courts, de très courts, je dirais, puisque les films seront de 2 minutes, donc, qui s'appelle Préambule. Dans un avenir plus lointain, peut-être un festival enfant qui s'appellera Pierrot Gourmand. Eh ben, ça nous fait de quoi faire et de quoi s'occuper au pays du Mont-Blanc, notamment quand il ne fait pas beau. Et qu'est-ce qu'on fait quand il ne fait pas beau? On va au cinéma. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Est-ce que vous aimez, alors dans un tout autre registre, est-ce que vous aimez un peu le fromage? Je crois que vous n'avez pas le droit de dire non ici, hein, de toute façon, dans ce territoire. Oui, ça vous... On adore le fromage. Bon, alors, ça va. Bon, alors, on va partir sur la commune de Pras-sur-Arly, qui a une petite originalité, puisqu'elle possède sur son territoire pas moins de 6 appellations fromagères. Reblochon, Abondance, Beaufort, Chevreautin, Emmental et Tome de Savoie, ces fromages vous les connaissez. Ils affichent le label AOP, appellation d'origine protégée, la dénomination européenne de l'AOC ou IGP, zone d'identité géographique protégée. Ces fromages sont notamment fabriqués avec le lait d'ici. Nous sommes à Pras-sur-Arly, un territoire d'exception pour une production laitière et fromagère surveillée. Et ce sont elles, ces charmantes demoiselles qui broutent tranquillement dans les prés et les alpages de Pras, qui jouent un rôle essentiel dans ce processus très contrôlé. Donc la première application, que ce soit AOP ou IGP, c'est une zone géographique définie, donc à travers différentes communes, etc. Et également un cahier des charges, que ce soit pour la production laitière, donc au niveau de la ferme, et également des contraintes et un cahier des charges à respecter au niveau de la transformation, donc la fabrication proprement dite du fromage. Donc ça doit être respecté par le fromager et l'affineur. Des phases dans la fabrication qui sont très définies. Ces labels ont pour objectif de mettre en avant l'authenticité des produits de terroir. Les contraintes sont donc nombreuses pour garantir l'origine d'un fromage et le respect de son mode de fabrication. Michel Ray est installé à la tonne sur les hauteurs de Pras-sur-Arly. Avec sa trentaine de vaches laitières, il a fait le choix de produire un lait répondant à ce cahier des charges strictes des AOP et des IGP. Il sait que ces obligations ont aussi permis de sauver son métier et l'agriculture de montagne en général. Les contraintes, elles sont là pour essayer de limiter un peu la production dans le Beaufort, pour arriver de vendre toute la quantité de Beaufort pour ne pas engorger le marché. Il y a plein d'autres contraintes, notamment l'été, interdiction de donner du foin à l'intérieur, il faut qu'elle mange que de l'herbe pâturée. C'est des contraintes, mais d'un autre côté, c'est bien parce qu'on a un prix du lait qui est correct. Chaque jour, à la ferme des Violons, Michel Ray reproduit les mêmes gestes avec le même plaisir et la même attention. Ce lait est collecté 2 fois par jour par la coopérative du Val d'Arly. Il est essentiellement utilisé dans la fabrication du Beaufort, un fromage pourtant typiquement savoyard. À Pras-sur-Arly, on est la seule commune de Haute-Savoie qui est en zone Beaufort. Et il y a 2 ou 3 alpages sur les contamines de Montjoie qui sont aussi dans la zone Beaufort. Pras-sur-Arly, on est situé entre le Mont-Blanc et le Val d'Arly, on est juste au milieu, donc on est à cheval un peu sur les 2 côtés. L'exigence d'une appellation est aussi une garantie pour chacun d'entre nous qui, en tant que consommateurs, nous sentons rassurés par ces normes et ces labels. C'est fondamental aujourd'hui, on voit bien l'évolution, le consommateur cherche à savoir d'où viennent les produits. C'est la principale question en général, de connaître le fabricant, le producteur. Et donc on communique à travers nos magasins sur ces producteurs. Et c'est vrai que ça rassure énormément notre clientèle. Avec ces 6 appellations fromagères, Pras-sur-Arly vous présente un plateau de fromage rare et surtout gourmand. Une dégustation que vous propose d'ailleurs Michel et son épouse Jocelyne avec des goûters et des repas à la ferme où Beaufort et autres reblochons sont forcément au menu. Alors les beignets, forcément. On en profite. Entre 2 séances ciné, voici les événements à ne pas manquer cet automne au Pays du Mont-Blanc. Le pont de Saint-Gervais sera inauguré le 3 novembre prochain avec de nombreuses animations pour fêter ce nouvel accès que vous pourrez donc emprunter dès le 3 novembre.
Pendant les vacances de Toussaint, laissez-vous embarquer en famille dans l'aventure du festival Les Petits Asticots. De nombreux spectacles sont programmés au Pays du Mont-Blanc pour les enfants des 18 mois. Le 19e Open du Mont-Blanc se déroulera les 11 et 12 novembre à Chamonix, une compétition d'escalade à ne pas manquer. Le 8 décembre, ne manquez pas l'illumination du sapin sur la place de Megève, un rendez-vous féerique au cœur du Pays du Mont-Blanc. Direction les Contamines, les 15 et 16 décembre pour les 2e KC16, 2 journées dédiées au ski cross pour les enfants de 8 à 11 ans sur le Ludoparc des Tierces. Le 21 décembre, venez assister à la 6e édition du festival de court-métrage Assis Awards qui a pour thème cette année « Parlez-moi d'amour », tout un programme. Et enfin, venez découvrir les joies de la glisse à Sallanges grâce à une patinoire installée du 8 décembre au 6 janvier en plein centre-ville sous la Grenette avec de nombreuses animations pour petits et grands. Pour faire le plein d'événements, n'hésitez pas à vous connecter sur le site www.pays-du-mont-blanc.com. C'est la fin de ce numéro d'Esprit Mont-Blanc consacré au cinéma. Si vous voulez profiter de ce décor pour filmer vos prochaines vacances, n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Vous retrouverez toutes les informations utiles pour bien préparer votre séjour et retrouver le Pays du Mont-Blanc en images sur sa web TV. Nous, on se retrouve sous la neige dans un prochain numéro d'Esprit Mont-Blanc. Salut!